Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine, où je vais parler, comme d'habitude, des livres qui m'ont occupé durant la semaine, ceux que j'ai lus, ceux que j'ai commencé, ceux que j'ai terminés, et qui ont occupé une partie de ma semaine. Et donc, il s'agit simplement de prendre des notes sur ces livres-là et de les partager. Alors, je prends des notes dans des petits carnets que je partage aussi sur mon blog Livresse. Vous trouverez le lien en description de la vidéo si vous voulez aller y voir de plus près. Ou à chaque fois que je prends un peu de temps pour lire, j'inscris dans des cahiers, des petits cahiers. Enfin, là, il y en a plusieurs cette semaine parce que c'est une semaine où j'ai beaucoup lu et où je parle simplement, où je prépare un peu ce que je vous dis, même si tout ça reste assez improvisé, assez spontané. Alors, j'ai l'habitude de vous présenter une pile de livres, et cette semaine, elle est lourde. La voici. Alors, je n'ai pas lu tout ça, rassurez-vous, j'ai lu une partie de tout ça, parce qu'il y a des livres que j'ai terminés, il me restait presque rien à lire, et j'ai simplement fini ces lectures-là. Il y en a d'autres que j'ai à peine commencé, et puis il y en a que je ne lis pas en entier. Vous voyez qu'il y a des pléiades. Évidemment, on ne lit pas une pléiade entière en une semaine, mais on peut en lire un petit bout et en parler. C'est ce que je vais faire durant ce journal. Alors, par quoi commencer ? Je vais peut-être commencer par parler d'un livre dont j'ai déjà parlé, que j'ai terminé cette semaine. Il ne me restait pas beaucoup de choses à lire sur ce livre-là, c'est le Don Quichotte, c'est Quichotte, autoportrait chevaleresque d'Éric Pesson, dont j'ai déjà parlé, dont j'ai lu la toute fin, où donc il s'agissait de l'histoire de Don Quichotte revenant dans notre présent, tout cela mêlé à quelque chose qui est de l'ordre de l'autoportrait de l'auteur, écrivant son livre en 2016-2017, année déjà assez perturbée dans l'actualité, et avec une volonté aussi de s'éloigner de l'actualité pour faire renaître ce personnage de Don Quichotte qui vient un peu sauver le monde. Alors il sauve le monde, je ne vais pas vous dire comment, et puis il rentre chez lui par la suite, et donc dans la fin, on a de très belles images sur Don Quichotte et Sancho, bien sûr. Lisons peut-être un extrait de la toute fin du livre. Lentement, quelques minutes s'effondrent en poussière de temps, puis Quichotte se remet en selle, suivi par Sancho. L'un comme l'autre ont décidé que tout cela n'était que délire. Le retour à la raison, qui vient aussi chez le Don Quichotte de Cervantes, mais ici, chez Cervantes, ça vient au moment où il meurt. Ici, il ne meurt pas. Des gaz méphitiques auront empoisonné leur entendement. Ils espèrent que nul Cid Hamet Ben Engeli, l'auteur supposé de Don Quichotte, n'aura l'idée saugrenue de consigner cette aventure dans un livre. Donc Cid Hamet, c'est Éric Pesson. Toute velléité d'orage a disparu du ciel, les deux hommes s'éloignent lentement dans le paysage déchiré et pierreux. L'on entend encore la voix de Quichotte annoncer que, rêve ou pas, il n'a pas oublié que pour sa Dulcinée du Toboso, il doit affronter et vaincre un dragon. Il l'avait battu dans ce qui précède, mais il n'avait pas trouvé la dent. Sa voix se perd alors qu'il s'interroge sur la meilleure façon de sertir une dent de dragon pour la transformer en bijou, gage de son amour. Ils ne sont bientôt plus que deux silhouettes dansantes dans le méplat d'une plaine vibrante de chaleur. Évidemment, c'est l'image qu'on a de Don Quichotte, ces deux silhouettes, et la plaine vibrante de chaleur. Le rapace revenu pousse un cri perçant, et un souffle d'air surgit d'on ne sait où, joue à faire tournoyer la poussière, masquant à notre regard l'éloignement des cavaliers.
lorsque le vent retombe aussi brusquement qu'il s'était levé, nos yeux irrités par de fines particules de sable et de terre n'arrivent plus à distinguer le chevalier et son écuyer. L'horizon s'est refermé comme un poing. Au même moment, 2 enfants écrivent leur nom sur la couverture d'un cahier de coloriage. Ils ont traversé plus d'enfer que bien des hommes sur cette terre. Solidaires, ils colorient l'un après l'autre les pages du cahier, se prêtent les feutres, prennent soin de ne pas trop dépasser le trait noir des dessins préimprimés, utilisent le feutre jaune pour le visage de Quichotte et le rouge pour celui de Sancho, rient encore, s'appliquent, sont tout entiers à leur jeu. Ils ont mangé un repas chaud ce soir. Ils dorment dans un lit à côté de leur mère. Ils ne savent pas dans quelle direction ils iront lorsqu'ils sortiront de ce camp de transit. Mais ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Mais qui de nous le sait? Là, tout d'un coup, 2 enfants migrants viennent montrer la brutalité du monde d'aujourd'hui. Le plus important à cette seconde précise, c'est de bien colorier le ventre de Sancho sans faire de rature. Le garçon ajoute une dent noire à Quichotte et sa sœur éclate de rire. Et le rire colore d'une lumière tendre, irisée, les murs du dortoir comme une bulle fragile, nécessaire. Et vite, refermons ce livre avant que la bulle n'éclate. Et puis, il n'est pas tout à fait terminé, le livre. Cela se termine par une citation du Don Quichotte. « Ce livre est-il achevé? Comment le serait-il si ma vie ne l'est pas ?» Et évidemment, Don Quichotte est un livre qui ne s'achève jamais. Parce que d'autres le réécrivent, le lisent et le réécrivent en permanence, ce livre-là. Donc, relire Don Quichotte, je l'ai fait il y a assez peu de temps, on doit trouver une trace de tout ça dans mes journaux de lecture, et lire Quichotte, autoportrait chevaleresque, c'est aussi revenir à cette enfance, ces feutres de couleurs qu'on utilise, et que Quichotte et Sancho volent dans un supermarché d'ailleurs, dans l'histoire précédente, avant de revenir à leur époque. Voilà, donc c'est un très beau livre que ce Quichotte, autoportrait chevaleresque de Éric Pessan. Mais je vais poursuivre mes lectures, poursuivre le compte-rendu de mes lectures. Alors, l'ordre est un peu aléatoire. Il sera question, dans les livres suivants, assez régulièrement d'animaux. Alors évidemment, chez Don Quichotte, il y a des animaux Rocinante et l'âne de Sancho, qui sont des animaux pauvres, faméliques. Et puis, il y a des animaux, comme je l'ai dit, dans les autres livres dont je vais parler. Alors, le premier livre dont je vais parler, après ce Quichotte, c'est un livre où, sur la couverture, nous pouvons voir une vache. Le livre s'appelle « Faire paysan » de Blaise Hoffmann, qui est un auteur suisse roman, fils et petit-fils de paysan qui revient à la campagne après avoir vécu à Lausanne, et qui va à la rencontre des paysans de son coin de terre, qui est aussi le mien, et qui essaye de comprendre ce que ça veut dire faire paysan aujourd'hui. Faire paysan, c'est autre chose aujourd'hui que cela n'était jadis. Il commence d'ailleurs par une description d'une sorte d'image d'Épinal de la paysannerie, avec l'image notamment du tas de fumier. Le tas de fumier, alors vous allez me dire, c'est une image qui n'est pas belle, mais les paysans
jadis, étaient fiers de leur tas de fumier. C'était un lieu absolument essentiel. Lorsque mon grand-père apprenait le métier dans le domaine familial de son Belpberg natal, avant qu'il ne vienne vivre en Suisse romande, on n'avait jamais plus de bétail qu'on avait de champs à fumer et de prés à pâturer. On n'importait pas de fourrage, on n'utilisait pas d'engrais chimiques, on agissait ainsi sans parler de durabilité, d'éco-responsabilité, d'harmonie entre l'humain, l'animal et le végétal. On le faisait, c'est tout. On ne savait pas qu'un mètre cube de fumier contenait 5 kg d'azote, 5 kg d'acide phosphorique et 6 kg de potasse. On le faisait parce que ça marchait et parce qu'on l'avait toujours fait. Et puis, à partir de l'après-guerre surtout, l'agriculture a changé et Blaise Hoffmann nous raconte ces changements dans l'agriculture des pays occidentaux en particulier, et dans le cas de la Suisse, où à la fois on se convertit à une agriculture de production massive, comme le reste de l'industrie à cette époque-là, qui a permis un développement évidemment important de la productivité, et qui a évidemment aussi son envers dramatique pour la terre qui est épuisée, et pour les paysans eux-mêmes, qui sont de moins en moins nombreux, et qui, au moment où l'État ne les soutient plus, où le marché les domine. En Suisse, ça veut dire le marché, ça veut dire en gros d'abord les deux grands distributeurs qui se partagent le marché et qui font la loi en Suisse à ce niveau-là, c'est-à-dire la Migros et la Coop. Et en gros, ces gens-là ont le pouvoir et les paysans se retrouvent à être sous-payés. Le lait, la viande, etc. sont payés à des prix dérisoires qui ne leur permet pas de vivre, et donc ils se retrouvent humiliés à devoir quémander les aides de l'État, ce qu'on appelle les paiements directs, où on paye les paysans pour entretenir le paysage et puis pour faire plein de trucs qu'ils n'auraient peut-être pas fait spontanément, qui leur paraissent parfois absurdes, dont ils ne comprennent pas le sens, mais bon, ça rapporte de l'argent et on en a besoin, alors on le fait. Et on transforme un peu les paysans en fonctionnaires, ce qui est évidemment contraire à leur manière de voir le monde. Mais donc il y a une crise des paysans qui est montrée, et puis après il y a des rencontres de plein de paysans qui réagissent chacun à leur façon à cette crise, des paysans qui restent dans un système productiviste assez traditionnel, d'autres qui innovent de plein de façons, soit par la technologie, soit en passant à une agriculture plus biologique, etc. Bref, on a une suite de portraits de paysans qui est très, très intéressante, et puis une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, sur le paradoxe du moment pour les paysans qui sont de plus en plus en porte-à-faux avec les gens de la ville, qui pourtant, ces gens de la ville, aimeraient sauver la planète dont ils voient bien qu'elle est détruite en partie par l'agriculture telle qu'elle s'est développée depuis les années 1950. Et donc, comment réconcilier ces deux mondes ? Ça, c'est une question qui est au cœur de ce qu'écrit Blaise Hoffmann. Dialogue renoué, dignité retrouvée, c'est le titre du dernier chapitre, où il fait un rêve à la manière de Martin Luther King. Un rêve tout en nuances, un rêve de lenteur, de silence. L'un descendait de son tracteur, l'autre de sa tour d'ivoire. L'un ne prenait plus personnellement les critiques du modèle agricole actuel. L'autre
se regardait longuement dans un miroir et, découvrant l'étendue de ses contradictions, adoptait soudain une posture plus humble. Dans mon rêve, chaque paysan cherchait à comprendre les fantasmes de la ville, la manière de voir le monde. Il se reconnectait à l'opinion publique. Il se comportait comme il le faisait chaque jour avec la météo, les ravageurs et le prix des produits. Il s'adaptait à son environnement. Dans ce rêve, le citadin arrêtait de prendre les agriculteurs pour des irresponsables. Il réalisait qu'ils sont son propre reflet, une partie de lui-même, une identité terrienne qu'il n'a pas pris le soin de développer. Ils sont ce qui lui manque le plus en ce moment. Et je crois que cette réconciliation de la ville et de la campagne est aujourd'hui l'un des enjeux, sinon l'enjeu majeur de notre société. Moi, je suis aussi fils de paysan. J'ai vécu en ville comme Blaise Hoffmann. Je suis revenu à la campagne aussi. Là, en ce moment, quand je vous parle, si je bouge un peu la tête et que je regarde, je vois une grange avec des vaches. Et cette présence-là, là j'en vois une. Et cette présence-là, elle est essentielle. Cette présence des paysans et de la nature et des animaux. Et ça me permet, les animaux, de continuer à parler des livres de cette semaine. J'ai commencé un roman que je trouve assez génial, pour être franc. Il s'agit de Anima de Wajdi Mouawad, un roman de 2012, je crois. Si je ne me trompe pas, je vais vite aller... oui, 2012, en tout cas dans cette édition révisée que j'ai ici en poche Babel chez Actes Sud. Alors, Wajdi Mouawad est un auteur d'origine libanaise ayant vécu au Québec, puis en France. Et là, on est au Québec, puis aux États-Unis, dans cette histoire-là. Et les animaux, animaux, évidemment, c'est le même mot, et c'est l'âme aussi, hein, anima en latin. Donc les animaux sont notre âme, peut-être. Et on a ici une histoire, alors assez terrible, ça commence de manière brutale, comme pourrait commencer un thriller, un roman policier. Il s'agit d'un assassinat brutal, d'une sorte de serial killer qui tue une femme et qui la viole, enfin, un truc épouvantable. Je ne vais pas le décrire ici, c'est trop épouvantable pour cela, mais ceci nous est raconté par Felis Silvestris Catus Carthusianorum, c'est-à-dire par un chat. Et le chapitre suivant, Passer domesticus, c'est un oiseau, puis Canis lupus familiaris inauratus investigator, un chien, Colomba livia, etc., etc. Ce sont les animaux qui nous racontent l'histoire qui commence par ce meurtre, puis l'histoire surtout, c'est le meurtre donc d'une femme qui s'appelle Léonie, un nom animal lui-même, hein, la lionne. Et les animaux nous racontent l'histoire de l'homme qui aimait cette femme, qui lui s'appelle Watch, je ne suis pas sûr de le dire correctement, qui est aussi d'origine libanaise comme l'auteur, mais vit aussi comme lui au Québec. Et donc, cet homme part à la recherche de l'assassin de sa femme, qui est protégé par des gens dans une réserve indienne. Enfin, il y a plein de trafics qui ont lieu. Et il le suit et il rencontre des gens, et chaque fois, tout nous est raconté, du moins dans la première partie du livre, j'en suis à peu près à la moitié de cette lecture-là, du point de vue des animaux. Et ce qui est intéressant, alors évidemment, c'est de voir tout d'un coup les choses à travers l'œil d'un animal, même si évidemment tout ça est réinventé par un humain, mais qui essaye lui-même de
de se dire mais comment l'animal nous perçoit-il ? Et donc on a les dialogues surtout entre les personnages qui sont retranscrits. Les animaux les entendent, les comprennent-ils, ça dépend quels animaux. Et puis il y a les moments où il y a une interaction. Alors certains animaux sont des animaux domestiques, qui parlent de leur maître. Il y a le chien, motherfucker, qui est le chien d'un type assez terrible, mais qui va parler comme un chien qui obéit, mais qui en même temps est plein de rage, qui va mordre le personnage principal. Bref, on a ce personnage-là, on a le singe aussi. Le singe de Coach qui est un autre personnage important, qui est celui qui tire un peu les ficelles, semble-t-il, dans cette histoire-là. Je ne veux pas raconter l'histoire, c'est peut-être pas ça le plus intéressant. Mais on a toujours ces points de vue animaux, et puis ces rencontres avec le monde animal. Et ça, sans doute, je parlais de faire paysan avant, les paysans le vivent. Alors, il n'y a pas de rencontre avec des paysans ici, mais il y a des gens qui ont des animaux, qui vivent avec des animaux, puis il y a des animaux sauvages aussi qui sont là, et puis il y a les insectes, etc. Donc c'est un monde animal très varié. Alors, tout d'un coup, il y a ces rencontres. Par exemple, là, dans un chapitre que j'ai lu tout à fait récemment, notre personnage principal doit traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis pour suivre toujours l'assassin de sa femme, qui lui-même a passé la frontière et se trouve aux États-Unis. Mais pour plein de raisons, il ne peut pas passer cette frontière de manière trop visible. Et il se cache donc dans une bétaillère qui transporte des chevaux vers l'abattoir. Et donc, les chapitres, il y a plusieurs chapitres de suite qui nous sont racontés par ces chevaux, par plusieurs de ces chevaux, qui sont dans un moment en plus terrible, parce qu'ils sont maltraités, ils sont en train d'être emmenés vers la mort. Et on a, là encore, eh bien, la rencontre qui se fait, ou en tout cas, l'humain, tout d'un coup, va faire quelque chose. Alors, lisons peut-être un passage de ce chapitre, le 3e. C'est une traversée des abysses. Donc ça, c'est le cheval qui s'exprime. Nous avons encore roulé, brinque-ballé sur des routes carriées par le froid. Puis nous nous sommes de nouveau arrêtés. Nous attendons depuis. La lumière au plafond de la carlingue s'est rallumée. Où sommes-nous ? Une voix a dit « Stop for 2 hours ». Je ne sens plus la douleur. Je ne sens plus mes jambes. J'ignore si c'est le jour ou si c'est la nuit. Tout est déformé. Hier, on nous appelait horse, ou cheval, ou cabalot. Aujourd'hui, nous sommes la marchandise. Il fut un temps où nous portions le nom de nos galops. Chapala, 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 chapala. Il y a un homme dans le fond de la carlingue. Je le devine à travers la masse sombre et luisante de fatigue des autres. Il bouge, il avance, pas à pas parmi la horde. Il a un couteau dans la main. Il s'en sert pour couper les sangles et libère mes congénères. Il tourne les loquets des grilles derrière lesquelles sont tenus prisonniers les grands chevaux noirs, lourds et puissants que les humains craignent par-dessus tout. Que fait-il ? Il murmure des mots incompréhensibles. Ce sera un instant minotaure. Toute situation porte sa puissance. Je vous rends à la persuasion de vos existences, et qu'importe ce qui arrivera. Il s'approche de moi, ses mains tremblent. Il tranche la lanière de chanvre qui use ma peau jusqu'au sang. Il m'en libère, le froid se saisit de ma plaie ouverte. Il continue. Une seule Mongolie à l'horizon. Il vous faudra avoir une seule idée en tête,
une seule steppe. Il vous faudra retrouver le galop, quitte à galoper avec la mort. Galoper, galoper. Mieux vaut le galop que le gourdin. Je ne l'entends plus, il parle aux autres, il pleure. Les morts, je crois qu'il se baisse pour les caresser. Il se tient à présent proche de la porte. « C'est maintenant, dit-il d'une voix forte. Maintenant. Nous nous agitons, il fait pivoter la longue barre d'acier verticale autour de son axe et déverrouille les 2 battants de la porte. Il lève la clenche du grand pêne, dernier obstacle, et, tirant de toutes ses forces, il le dégage de la gâche fixée sur le chambranle de la carlingue. Puis, du pied, il repousse les 2 parois métalliques qui s'ouvrent vers l'extérieur et font paraître la lumière du jour. Le vent entre, le froid entre, mon sang coule dans mes veines, nous sommes libres. Il se retourne et se met à hurler « Fuyez, fuyez, allez, allez !» Le premier cheval hennit et saute « Fuyez, fuyez, allez, allez !» La vie se saisit de mes muscles, je me cabre et sans plus attendre, fou de rage, je m'élance au dehors. Voilà, l'homme a libéré les chevaux. Alors c'est le dernier chapitre que j'ai lu. Le prochain sera raconté par Pandion Aliaetus Carolinensis. Alors lisons ce titre-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un peu un jeu aussi parfois dans ce livre-là. Alors sur certains animaux, Equus, Cabalus, ici, on comprend assez vite que c'est un cheval. Pour d'autres, on devine, mais souvent la réponse nous est donnée. C'est aussi un plaisir de lecture. Donc je vais continuer cette lecture qui montre vraiment le lien fort entre les humains et les animaux, qui peut-être aujourd'hui s'est brisé. Cette idée de raconter ça du point de vue des animaux, je la trouve intéressante. Mais on va passer à quasiment le contraire, c'est-à-dire cette idée que on pourrait transformer les animaux en humains, ou donner aux humains des caractéristiques animales. J'ai lu j'ai lu surtout cette bande dessinée-là, j'ai commencé la deuxième, qui s'appelle donc Granville de Brian Talbot, inspecteur LeBrock de Scotland Yard, et vous remarquez que cet inspecteur de Scotland Yard est un blaireau, au sens animal du terme. Le deuxième, c'est Granville, mon amour, de Brian Talbot aussi, dont je vais moins parler parce que j'ai juste lu les premières pages, en fait, qui est une sorte de mise en route, mais qui commence aussi par la libération d'une sorte de tueur en série, comme on en a une aussi dans Anima, d'un tueur en série qui court dans la nature aussi. Mais je vais plutôt parler du premier volume de Granville, ce premier volume où on découvre ces personnages, et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans un Paris imaginaire. On voit ici la Tour Eiffel, un Paris violent, en tout cas dans les premières images, tiens, un renard, et puis surtout où on a affaire à des animaux qui ont des comportements humains, mais qui n'en demeurent pas moins des animaux. Ils sont habillés comme des humains, ils ont des comportements humains, et pourtant ce sont quand même des animaux. Alors ça, c'est assez traditionnel dans la bande dessinée en particulier, mais ici, j'ai l'impression qu'on pousse l'humanisation des animaux encore plus loin que d'habitude. Ce qu'essaye d'éviter Wajdi Mouawad dans Anima, me semble-t-il, même si ça n'est peut-être pas totalement possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des humains, mais qui sont soumis dans un hôtel où on va loger, où donc Blaireau, dont l'assistant est un rat, va loger. Vous avez les femmes de ménage qui ressemblent terriblement à Bécassine, les grooms qui évidemment ressemblent à Spirou, tiens, là on les voit bien, qui sont humains, mais ce sont des subalternes. Alors que les personnages importants sont des animaux de toute espèce qui vivent ensemble, qui ont des particularités liées à leur espèce.
et qui ont des aventures humaines. Alors, il s'agit d'une histoire à la fois d'attentats, de terrorisme, d'anarchistes, où on a... on vit dans un Paris où l'empereur Napoléon XII est un lion. Donc on voit que dans une sorte de Paris 19e siècle ou début 20e siècle, mais qui aurait vécu une histoire complètement différente. Le premier ministre d'extrême droite s'appelle Jean-Marie Lapin. Évidemment, on voit la référence assez vite. Donc il y a un côté à la fois comique, mais en même temps c'est une histoire de violence. Ici, tiens, le combat d'un rhinocéros, on pense à Ionesco, et de ce blaireau qui, lui, est anglais, parce qu'en plus, il y a les Anglais sont un État beaucoup moins puissant qu'ils l'ont été durant le 19e siècle, et surtout très mal vu par les Français, par le gouvernement français. Bref, une histoire assez farfelue, mais ces animaux qui ont des comportements humains, une violence humaine notamment, eh bien, elle entre assez bien en écho avec les autres livres de cette semaine. Alors, je continue mon parcours. Alors, bon, il sera moins question d'animaux dans la suite. Enfin, il y a tout d'un coup, on les retrouve, ces animaux. Parmi les livres que j'ai lus durant la semaine, j'ai lu Les mots de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, c'est pas un auteur que je lis avec facilité. Ça fait longtemps que j'avais pas plus relu du Sartre, et puis j'étais un peu dubitatif par rapport au personnage. Mais lisant Les mots de Sartre, c'est-à-dire ce livre autobiographique sur son enfance, je dois dire que peut-être que je comprends mieux un peu le personnage, et que ça se lit très bien, cette enfance assez particulière d'un enfant qui vit sans père. Son père meurt alors qu'il est tout petit, avec une mère qui elle-même est très jeune et qui vit chez le grand-père, Schweitzer. Ce grand-père qui est le personnage principal de cette histoire-là. Et puis, Sartre, il est un peu dans un cocon, il est adulé par ce grand-père, par cette mère. Et dans ce cocon, il y a deux verbes qui comptent. La première partie du livre, c'est lire. La seconde, c'est écrire. Et donc, on découvre la naissance de la lecture et de l'écriture chez Sartre, et toujours avec une certaine ironie de la part de l'homme de plus de 50 ans qui écrit ce livre-là, sur lui-même enfant, sur le monde qui l'entoure, sur les idées qu'il a. C'est un enfant très imaginatif, mais qui a son monde à lui, et qui se fait des romans. Alors il lit des romans qui sont pas ceux qu'on attend d'un Sartre, des romans d'aventure en particulier destinés aux enfants. Il les réécrit. Ses premières écritures, c'est ça, c'est recopier des romans d'aventure et puis les développer, où c'est lui le héros, en tout cas dans sa tête, c'est lui le héros qui tue tout le monde. Enfin, donc il y a quelque chose qui est assez touchant, et puis on découvre aussi comment il naît à lui-même, comment l'existence précède l'essence. Il dit je ne suis pas pendant longtemps, puis tout d'un coup il y a quelque chose qui fait que voilà ce que je suis, et par les actes. Ça, c'est évidemment en lien avec la philosophie de Sartre, alors que je ne vais pas développer ici. Comme je disais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Sa philosophie, c'est en plus pas vraiment ça que j'ai lu plutôt des romans, des pièces de théâtre. Donc, mais voilà, donc c'est vraiment intéressant de lire ceci. Ça donne envie aussi d'aller y voir de plus près.
Ça me donne aussi envie d'aller lire maintenant la suite des mémoires de Simone de Beauvoir, qui n'est pas présente dans ce livre-là parce que c'est l'enfance de Sartre, mais j'avais lu récemment les mémoires d'une jeune fille rangée, et puis je me suis procuré la suite que je projette de lire, mais c'est un gros pavé, donc je repousse un peu cette lecture-là, mais là ça donne envie d'aller revoir, de voir Sartre vu par quelqu'un d'autre, maintenant que je l'ai vu par lui-même dans ce livre. J'ai corné plein de pages, mais je ne sais pas du tout laquelle je vais lire ici, mais je vais peut-être en prendre une au hasard. Sur l'écriture, tiens. À peine tolérées, passées sous silence, mes activités littéraires, donc on parle d'un enfant qui sait qu'il sera écrivain, qu'il l'a dit à sa famille, son grand-père a été d'accord, le grand-père est un homme de culture, même si ce que lit et ce qu'écrit l'enfant, ça lui plaît pas trop, lui il aimerait qu'il écrive des choses un peu plus sérieuses, ce que fera un peu Sartre, c'est pas les romans d'aventure, c'est pas tout à fait ce qu'on a retenu de Jean-Paul Sartre. Mes activités littéraires tombèrent dans une semi-clandestinité. Je les poursuivais néanmoins avec assiduité, aux heures de récréation, le jeudi et le dimanche, aux vacances et quand j'avais la chance d'être malade dans mon lit. Je me rappelle des convalescences heureuses, un cahier noir à tranches rouges que je prenais et quittais comme une tapisserie. Je fis moins de cinéma, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup influencé Sartre. Il refaisait les films, il jouait les films pendant que sa maman jouait du piano. Mes romans me tenaient lieu de tout. Bref, j'écrivis pour mon plaisir. Mes intrigues se compliquèrent. J'y fis entrer les épisodes les plus divers. Je déversai toutes mes lectures, les bonnes et les mauvaises, pêle-mêle dans ces fourre-tout. Les récits en souffrirent. Ce fut un gain, pourtant. Il fallut inventer des raccords, et du coup, je devins un peu moins plagiaire, puisqu'il recopiait des bouquins, des magazines, etc. Ce fut un gain, pourtant, je devins un peu moins plagiaire, et puis, je me dédoublai. L'année précédente, quand je faisais du cinéma, je jouais mon propre rôle, je me jetais à corps perdu dans l'imaginaire, et j'ai pensé plus d'une fois m'y engouffrer tout entier. Auteur, le héros c'était encore moi, je projetais en lui mes rêves épiques. Nous étions deux pourtant. Il ne portait pas mon nom, et je ne parlais de lui qu'à la troisième personne. Au lieu de lui prêter mes gestes, je lui façonnais par des mots un corps que je prétendis voir. Cette distanciation soudaine aurait pu m'effrayer, elle me charma. Je me réjouis d'être lui sans qu'il fût tout à fait moi. C'était ma poupée, je le pliais à mes caprices, je pouvais le mettre à l'épreuve, lui percer le flanc d'un coup de lance, et puis le soigner comme me soignait ma mère, le guérir comme elle me guérissait. Mes auteurs favoris, par un reste de vergogne, s'arrêtaient à mi-chemin du sublime. Même chez Zévaco, jamais preux ne défie plus de 20 truands à la fois. Je voulus radicaliser le roman d'aventure, je jetai par-dessus bord la vraisemblance, je décuplai les ennemis et les dangers pour sauver son futur beau-père et sa fiancée. Le jeune explorateur de Pour un papillon lutta 3 jours et 3 nuits contre les requins. À la fin, la mer était rouge. Le même, blessé, s'évada d'un ranch assiégé par les Apaches, traversa le désert en tenant ses tripes dans ses mains et refusa qu'on le recousît avant qu'il eût parlé au général. Bon, on a une sorte de folie des grandeurs qui se développe ici chez Sartre dans ses romans d'enfance, dont il nous dit qu'ils ont disparu. Hélas, on aurait envie de les lire. Enfin, je dois dire que je me suis dit, ça, je lirais volontiers ces choses-là. Bon, c'est écrit par un gamin, mais le futur Jean-Paul Sartre, dont j'ai l'impression que la littérature peut paraître un peu ennuyeuse, là, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller voir, à retrouver, à réinventer peut-être. Voilà, donc j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les mots de Jean-Paul Sartre. Mais continuons à passer en revue nos lectures. Il me reste encore 3 livres dont il va être question.
Il y a deux Pléiades, je vais commencer par ça. J'ai terminé la lecture, du moins de la première partie, puis je vais reposer cette Pléiade à l'idée. Pourquoi je lis deux Pléiades en même temps? Vous allez me dire, c'est de la folie. Il y en a une, je parlerai tout à l'heure, Nathalie Sarraute. Je lis les livres de Nathalie Sarraute à la suite, selon l'ordre qui est donné par la Pléiade, et vraiment je parcours l'œuvre de cette autrice. Et puis, comme j'ai d'autres Pléiades, j'en ai acheté en occasion pas mal, je vais pour l'instant voir ce que c'est lire la première œuvre de jeunesse. Tiens, si on retrouve les vieux Sartre, les romans d'aventure de Jean-Paul Sartre, peut-être que dans une Pléiade de Sartre, on commencerait par ces histoires-là, de comment le ventre du papillon. Et après, on lirait tout ça jusqu'à en avoir, c'est un mauvais jeu de mots, la nausée. Mais voilà. Alors là, j'ai lu donc Jules Vallès. Alors il y avait ce roman dont on nous donne que quelques petites parties qui s'appelle L'argent, et puis surtout des chroniques qu'il écrit dans les années 1857-58 dans deux journaux, Le Présent et Le Figaro. Et alors, évidemment, ce n'est pas encore le Jules Vallès qui deviendra célèbre en écrivant notamment ce roman qui s'appelle L'Enfant, après la Commune de Paris, qui va modifier largement la vie et l'œuvre surtout de ce personnage. Mais là, on est vraiment au début de sa vie, où il est plutôt favorable au capitalisme, puisqu'il décrit la bourse comme quelque chose d'important. Il met en avant l'idée du présent contre les vieilles histoires romantiques, même si parfois il est quand même encore romantique. On est 1857-58, dans un moment un peu de bascule, où le romantisme commence à s'épuiser, où apparaissent des œuvres nouvelles. 1857, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est Madame Bovary, mais c'est encore Victor Hugo. Victor Hugo, à ce moment-là, il est en exil, il écrit peut-être déjà Les Misérables, donc le romantisme n'est pas mort. Et donc, dans ses chroniques, pour ses journaux, alors il raconte la vie culturelle, les gens qui meurent, les livres qui paraissent, les pièces de théâtre. C'est ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. Et donc on découvre le monde de 1857-58. Il nous parle longuement d'un roman qui s'appelle Aristide Froissart, d'un certain Léon, je ne sais plus quoi, Gosselin, ou quelque chose comme ça. Alors, évidemment, bien oublié aujourd'hui. Il parle de la mort de certains personnages importants. Il parle aussi de ses années de collège et de ce qu'il a mal vécu. Donc il y a un côté personnel qui va nous introduire peut-être à la suite de l'œuvre du personnage. Bref, c'est intéressant. Alors, ça mériterait d'être creusé et de lire la suite. Je ne vais pas le faire, du moins pas tout de suite. En plus, là, c'est que le premier volume de la Pléiade que j'ai pas le deuxième, qui est celui avec les œuvres les plus importantes. Il y aura la suite, c'est Les Réfractaires, que je lirai, je ne sais pas quand, mais en tout cas, ça m'a intéressé. Et je vais donc poursuivre aussi cette lecture-là. Mais en Pléiade, ce que je lis depuis quelque temps, c'est Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, alors j'ai commencé la lecture de Disent les imbéciles, un roman, même si certains diront que ce n'est pas du roman, enfin, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt, l'étiquette, un roman sur les mots, tiens, les mots, Sartre, même si entre Sartre et Sarraute, il y a une rupture qui se fait, il fait la préface de certains des premiers romans de Sarraute, et puis ensuite, on sent bien que c'est pas le même monde littéraire. Parce que chez Sarraute, il y a une sorte d'attention aux mots dans les détails, dans une petite parole dite par on ne sait qui à on ne sait qui. Qu'est-ce que ça
enclenche, disent les imbéciles. Et notamment, hein, le titre, ce qui est intéressant, disent les imbéciles, il est entre guillemets, sans majuscule. C'est un discours rapporté. Et il y en a d'autres au début de ce disent les imbéciles. Ça commence par ces petites phrases un peu qui flottent, et puis on se dit, mais finalement, qu'est-ce que ça porte, cette phrase-là? Elle est mignonne, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Regardez comme c'est fin. On ne dirait pas des vrais cheveux, c'est comme des plumes, comme du duvet. Tiens, l'animal, il est là aussi. Leurs doigts caressent la peau soyeuse, un peu fripée de la joue. La chair moelleuse cède docilement à la pression des doigts. Ils descendent le long de l'épaule recouverte d'un duveteux châle blanc, se posent sur les mains légèrement boursouflées, parsemées de petites taches dorées, qu'elle tient immobile sur ses genoux. Elle hoche la tête d'un air de tendre indulgence, elle sourit de son bon sourire innocent, rien ne perce, aucun regard pénétrant, et on a les guillemets ici, pénétrant, on a presque envie de dire, comme disent les imbéciles, ne traverse l'émail miroitant de sa peau. Elle est mignonne. Et on reprend cette phrase, comme elle est mignonne, mignonne. On parle ici d'une vieille dame. Ceux qui sont autour d'elle, est-ce que ce sont ses petits-enfants? Enfin, c'est pas exactement qui c'est. Et puis, cette phrase, elle est mignonne. Certains vont dire, mais est-ce que vraiment? En plus, on parle d'elle, on est à côté d'elle, on parle d'elle à la troisième personne. Regardez-moi ça. Enfin, il y a presque quelque chose de déshumanisant. Et toute l'histoire, c'est ressasser cette phrase. Elle est mignonne, mais pourquoi t'as dit ça? Ou alors, il n'est pas très intelligent. Ou disent les imbéciles. Et à chaque fois, on creuse les mots. On creuse pourquoi ces mots-là sont dits et ce qu'ils disent, aussi par leur son, par ce qu'ils impliquent, ce qu'ils déplacent, etc. Et ça, je trouve ça assez fort. Alors, on est parfois un peu perdu, ça ne nous raconte pas tout à fait une histoire, ça nous donne à voir l'impact physique, et pas seulement mental, des mots. Et ça, c'est je trouve, assez fort. Pourquoi est-ce qu'il dit « elle est mignonne » ? Pourquoi telle personne a cette parole-là ? Tiens, peut-être c'est parce qu'il est jaloux. Et tout d'un coup, ce mot « jaloux » arrive. La voici, l'arme la plus facile à manier, la plus efficace de leur arsenal. C'est elle, il le savait, qu'il sortirait aussitôt et braquerait sur lui. Rien n'est plus étonnant que la rapidité, la force avec laquelle ce mot frappe, pénètre, s'épand. Un mot pourtant qui ne paye pas de mine, un mot d'apparence parfaitement anodine. Ce ja qui s'ouvre avec franchise et ce loup qui s'arrondit avec douceur. Loup comme doux, loup même plus doux. Mais il ne faut pas s'y fier. Rien n'est plus traître que ses sonorités. Souvenez-vous qu'il y a loup et loup. Alors loup, L-O-U-X, de la fin du mot jaloux, et loup, L-O-U-P. Et on retrouve l'animal. Tout est là. Dans ce qu'on ne prononce pas, dans ce X et dans ce P. Cela fait toute la différence. Et le loup si doux accolé à l'ouverture confiante du ja donne quelque chose qui en un clin d'œil opère ces transformations. On voit à quel point on va jusqu'au fond des mots et de ce qu'ils font vivre à des personnages qui ne sont composés que par les mots. Donc voilà, je suis en plein dans cette lecture-là. Ensuite, toute une partie sur cette expression « disent les imbéciles », sur l'intelligence, sur l'idée qui survient. Mais est-ce qu'elle est intelligente ? On dit que mais non, il n'est pas très intelligent. Donc voilà, le drame du langage. Voilà l'histoire qui nous est racontée. Et évidemment, c'est notre drame à tous. Alors le langage... Pour terminer, on peut peut-être lutter contre le drame du langage ou le rendre plus clair par la rhétorique. Et j'ai commencé à peine la lecture de Clément Viktorovitch,
le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours de Clément Viktorovitch, qui est un livre sur la rhétorique, qui est un livre écrit par un politiste, quelqu'un qui s'intéresse au monde politique en particulier. On peut suivre sur Twitch, sur YouTube, notamment ses réactions au discours politique en plein maintenant pendant la campagne électorale française. Il décrypte les discours, il s'énerve contre les mensonges du gouvernement, il y a de quoi. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, j'ai lu qu'un tout petit bout, donc je ne vais pas y passer longtemps, surtout que ça fait pas mal de temps que je cause. J'ai lu que l'introduction qui montre que la rhétorique a peut-être mauvaise presse, mais qu'il est essentiel dans la démocratie d'avoir un rapport le plus simple possible à la rhétorique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les mécanismes de la rhétorique pour pouvoir l'utiliser, pour débattre, pour convaincre, mais aussi avec une certaine éthique. Parce qu'évidemment, on peut utiliser la rhétorique pour manipuler, pour défendre par tous les moyens une idée, et parfois en étant malhonnête. Et donc, il y a un dilemme éthique, l'éthique fondée sur les moyens de la conviction ou l'éthique fondée sur la fin de la conviction, sur le but de la conviction. Est-ce que les moyens sont aussi essentiels que le but où tout serait permis? On retrouve les débats, j'en parlais il y a quelque temps, sur la morale chez Kant et compagnie. L'éthique individualiste de la conviction, également. On doit convaincre une personne. Et donc, voilà, comment faire de la rhétorique tout en étant éthique, c'est une question, à mon avis, centrale, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup le langage, la rhétorique, les modes de persuasion manipuler les gens. Et ça, c'est un grand danger pour la démocratie. Une rhétorique saine, c'est peut-être aussi une démocratie saine. Voilà, en tout cas, je pense la conviction de Clément Viktorovitch que je partage, mais je ne vais pas en parler plus parce que, évidemment, la suite, c'est une sorte de manuel de rhétorique, mais qui, d'emblée, nous montre l'enjeu principal. C'est pas juste un manuel des figures de rhétorique comme il en existe, ou comment convaincre par tous les moyens, avec des trucs à suivre. Je crois que ça va plus loin que ça, et donc, alors que je vais commencer une nouvelle année scolaire comme enseignant de français, ça me paraît important de réfléchir à ces questions-là, et donc je vais le faire avec Clément Viktorovitch et le pouvoir rhétorique. Mais ça fait pas mal de temps que je suis en train de causer. J'ai enfin passé en revue tous les livres de la semaine. Ça a duré longtemps. Si vous ne voulez pas écouter tout ce que j'ai fait, il y a les petites notes, vous pouvez regarder. J'ai fait une sorte de système de couleurs qui correspond à chaque livre différent. Donc si vous voulez lire que ce qui concerne... Alors ce qui concerne ce livre-là, je crois qu'il n'y a qu'une seule entrée. Mais si vous voulez lire que ce qui concerne Nathalie Sarraute, ou que ce qui concerne Wajdi Mouawad ou Jean-Paul Sartre, etc., c'est possible sur mon blog livresse.com. Voilà. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.